Bonjour Sébastien, on est aujourd'hui pour parler d'attelage avec toi. Moi j'aimerais bien savoir comment tu es passé du cadre noir de Saumur à l'accompagnement de nombreux meneurs ici en France. J'ai commencé à travailler avec un meneur qui m'a sollicité il y a quelques années, c'était en 2014, pour inclure dans l'entraînement de son cheval du travail monté. Lui-même n'était pas cavalier, donc en fait il a fait appel à moi pour que je m'occupe de cette partie du travail. Très bien, donc plusieurs meneurs, des chevaux différents. Un seul meneur au départ, qui avait un cheval qui tournait à haut niveau, un cheval qui courait sur le niveau de championnat du monde, euh, et qui a couru en 2014 les championnats du monde d'Isaac. Depuis, il y a eu plein de choses de faites, des Euh, belles récompenses, des belles médailles. Depuis, il y a eu 5 championnats du monde, 3 autres avec ce meneur-là, et puis les 2 derniers avec une autre meneuse. Des très bons résultats jusqu'à aujourd'hui, avec des épreuves de dressage très réussies chaque fois, des podiums systématiquement. Alors comment se situe ton travail? On sait que tu es un grand cavalier, un expert du dressage monté. Comment est-ce que tu as réussi à t'adapter, on va dire, à l'attelage? J'ai eu besoin de comprendre quel était l'impact de la traction sur la locomotion du cheval, puisque ma partie est vraiment reliée à la locomotion du cheval et comment développer sa propulsion pour optimiser son potentiel pour l'épreuve de dressage. Donc au départ, ça a été beaucoup d'échanges avec le meneur, beaucoup d'observations. Et puis finalement, me rendre compte que l'impact de la traction était assez similaire à celui du poids du cavalier, et que finalement j'ai pu préparer ces chevaux d'attelage en les montant comme si je les préparais pour moi pour aller courir des épreuves de dressage. Donc le dressage d'un cheval monté, c'est un petit peu la même chose qu'un cheval attelé? Je pense qu'on peut dire ça, en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pareil. Je dirais que la situation du meneur est différente de celle du cavalier, parce que évidemment il n'est pas sur le dos du cheval, il est derrière, un petit peu plus loin, et je pense que la position du meneur est plus délicate que celle d'un cavalier. On a moins de contact avec l'animal, et le dressage du cheval doit être très abouti pour qu'il puisse répéter ce qu'il connaît confortablement avec le pilote un petit peu plus loin de lui. Alors nous, en tant que juge de dressage à l'attelage, parfois on a un problème. On a sur une même épreuve des chevaux de trait, des poneys, des chevaux de sang. Est-ce que tu peux nous aider à nous donner des pistes pour rester objectif? Voilà, c'est pas si simple que ça des fois. C'est vrai que les chevaux peuvent être très différents, et de les comparer, c'est pas forcément évident. Les épreuves auxquelles vous faites allusion sont des épreuves de formation. Sur la suite, je dirais, on peut avoir aussi des chevaux qui sont regroupés par catégorie, mais qui peuvent être avec des morphotypes très différents. Donc finalement, à tous les niveaux, on est confronté à cette difficulté qui est de comparer des chevaux qui sont tous différents. Euh, pour moi, sur les épreuves jeunes chevaux, on peut évaluer dans une même épreuve des chevaux de trait ou des chevaux de sport, on va dire, parce que finalement, ce qu'on va évaluer, c'est leur justesse dans le travail, à savoir euh, la qualité du rythme dans leur locomotion, leur décontraction en général, leur capacité à se porter, et finalement, est-ce que le cheval travaille juste, ou pas, et qu'il soit fait en montant, fait en descendant, qu'il soit gros ou qu'il soit maigre, je dirais que c'est pareil. Donc un bon pas chez un cheval de sang doit être le même bon pas sur un cheval de trait et sur un poney? Oui, parce que les critères doivent être les mêmes pour tous, et ce que l'on va évaluer finalement, c'est la qualité du rythme, puisque vous parlez du pas, et un cheval qui a un bon pas, c'est un cheval qui marche à 4 temps déjà pour commencer. Après, il aura plus ou moins d'élasticité en fonction de sa décontraction, de sa souplesse, plus ou moins d'amplitude en fonction de son morphotype, de ses angulations, de ses rayons. Euh, on peut imaginer qu'un cheval assez lourd puisse marcher à 4 temps avec de l'amplitude et en étant très souple, et un cheval dit de sport soit plus raide. Donc je ne les classerai pas par catégorie de race.
plutôt par catégorie d'âge et finalement en veillant à les évaluer sur les mêmes critères qui sont des critères de qualité qui vont être communs à tous les chevaux, quel que soit leur type. Tu as évoqué à plusieurs reprises le mot locomotion. D'accord, la locomotion, on voit à peu près ce que c'est, on se déplace d'un endroit vers un autre, mais qu'est-ce qui va impacter cette locomotion et qui va, notamment pour les juges, donner une indication du c'est normal, c'est mieux ou c'est moins bien que la normale? Alors la locomotion du cheval va être impactée par, je dirais, son âge, son niveau de croissance. Est-ce qu'il a fini de grandir, est-ce qu'il n'a pas fini de grandir, son niveau d'entraînement, mais surtout par sa morphologie, la manière dont il est fait, et surtout par son état émotionnel. Je dirais qu'un cheval qui travaille dans la décontraction, dans le calme, va pouvoir montrer une locomotion, une manière de se déplacer qui sera sûrement meilleure que s'il est un peu crispé, un peu tendu, un peu peureux. Euh, et donc là, la recherche en tout cas d'être soucieux de l'état émotionnel du cheval pour optimiser sa locomotion, me semble vraiment important. Alors, on se met à la place du juge qui est dans la cabane. Comment va-t-il évaluer cette notion d'état émotionnel chez le cheval? Est-ce qu'il y a des observables qui vont nous permettre de nous dire que le cheval va bien ou va moins bien? Bien sûr, il y a des observables, des observables dans le comportement, mais en tout cas dans la manière de se déplacer, oui. Pour le juge, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il ne connaît pas le cheval dans différents états émotionnels. Le juge, il va évaluer ce qu'il voit à un moment donné. Moi, en tant qu'entraîneur, je vais avoir plus de enfin, je vais avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire que je vais pouvoir rechercher du calme, rechercher de la décontraction. Les observables de l'entraîneur, pour moi, vont être les mêmes que celui du juge, à savoir que notamment la qualité du contact, le rapport entre la main du meneur et la bouche du cheval est vraiment révélateur de l'état émotionnel du cheval. Ce que l'on va chercher, c'est un contact perméable, un cheval décontracté qui peut déglutir ses morts et qui ne va pas montrer des stéréotypes type mâchouillement d'agacement ou des dents serrées ou de la langue qui sort ou des mâchoires décalées ou des grincements de dents éventuellement. Ça fait presque peur. Oui. D'accord, donc là on est sur des chevaux qui nous arrivent parfois un peu en début de travail, ils ont peu d'expérience. On a parfois la difficulté à se dire, alors, ce cheval est enfermé ou non, est-ce qu'il faut qu'il soit dans des verticalités, pardon, est-ce qu'on va accepter des chevaux un petit peu ouverts, est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Parce que des fois on regarde juste l'avant-main, mais je sais que c'est une erreur et que c'est un tout. Est-ce que tu peux nous parler de ce tout, en fait, qu'il faut regarder? Alors quand j'entraîne des chevaux et que je les observe pour évaluer finalement la qualité de leur locomotion et la justesse dans leur déplacement, effectivement j'ai des critères qui sont liés à la posture du cheval dans son avant-main, la place de sa nuque, la place de son chanfrein, mais ces critères-là, ces observables-là, pour moi, sont toujours liés avec une impression générale, en tout cas la manière dont le cheval place ses postérieurs et ses hanches et ses postérieurs. Euh, pour moi, un jeune cheval doit porter son encolure, porter sa tête, porter son massif d'épaule. Quand il est enfermé, clairement, il ne le fait pas. Donc pour moi, la position, l'attitude enfermée est à proscrire. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture de l'angle tête-encolure, en fait, je vais l'apprécier en fonction de la morphologie du cheval, déjà comment il est construit, est-ce qu'il a une encolure courte, une encolure longue, quelles sont ses proportions, et surtout faire le lien entre la place de ses postérieurs et la position de son avant-main. C'est-à-dire qu'un cheval qui serait ouvert dans l'angle tête-encolure avec les postérieurs très loin,
peut imaginer qu'il a un fonctionnement du dos qui n'est pas bon ou qui n'est pas optimisé. Euh, un cheval qui aurait les postérieurs un petit peu plus sous lui, un peu plus en place, et qui serait très ouvert devant, pour un jeune cheval, ça ne me semble pas très gênant. La mise sur la main va arriver au fil du temps avec la décontraction de la ligne du dessus et le gainage en général du cheval, c'est-à-dire la capacité qu'il va avoir à se porter de lui-même et à se porter en avant. En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu nous redéfinis, que tu nous retraduis quelque part l'échelle de progression. Pendant longtemps, on nous a éduqués sur cette échelle de progression et je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait une base commune à tous. Échelle de progression, jeunes chevaux, les 3 premières étapes. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Parce que là, tu as parlé de rectitude, on sait que c'est au-delà dans les étapes. Comment lit-on cette échelle de progression avec des jeunes chevaux? L'échelle de progression, pour moi, est très bien faite parce que elle prend en compte des critères qui sont vraiment fondamentaux dans l'éducation du cheval, en commençant par effectivement la qualité des allures. Il y a pas mal d'étapes, il y en a beaucoup. Moi, je dirais que je les regroupe en plusieurs autres étapes, en trois grandes étapes pour moi. Les 3 premières dans l'échelle de progression qui concernent la qualité des allures, donc la qualité du rythme dans les allures, le calme, la décontraction générale du cheval et la qualité du contact, pour moi sont liés à une phase que je vais nommer ou qu'on peut nommer l'affermissement des allures. C'est-à-dire la capacité que va avoir le cheval à conserver une bonne coordination dans ses déplacements, quelle que soit la direction, la topographie, quelle que soit la charge, que ce soit le cavalier ou la traction d'une voiture. Donc des demandes très simples dans lesquelles le cheval doit rester coordonné, rester organisé, réussir à travailler avec tout son corps en restant équilibré. Là, je vais parler d'affermissement. Une fois que cette étape-là, qui concerne vraiment le jeune cheval au départ, est bien confirmée, l'étape suivante pour moi sera le redressement, de le mettre plus en ligne, chercher la rectitude. Donc là, on a ce terme-là dans l'échelle de progression, donc ça correspond, enfin le lien est très facile à faire. Et une fois que le cheval est confirmé dans cette rectitude, on va pouvoir développer les allures en gardant de la cadence ou les ralentir en gardant encore de la cadence, c'est ce qu'on va appeler le rassemblé. Le rassembler, souvent, quand on regarde cette échelle de progression, le mot rassembler, c'est le trop rassemblé, le galop rassemblé. Mais je sais que ça ne s'arrête pas là et que cette notion de cheval qui se porte, c'est fondamental. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu, nous éclairer sur ce sujet du cheval qui va finalement se mouvoir tout seul, quoi, La capacité que doit avoir le cheval à se porter dans le travail est un facteur fondamental pour moi. Et je ne le prends pas en compte à partir de la dernière étape de l'échelle de progression, parce que là on fait allusion au rassemblé. Euh, pour moi, le cheval doit apprendre à se porter dès le début, dans des attitudes qui vont être adaptées à son niveau de dressage, à sa capacité finalement à se mouvoir en se portant, donc sur des exercices simples au début. Euh, le cheval doit se porter de lui-même pour développer sa propulsion, pour travailler avec tout son corps et apprendre finalement à se gainer pour développer sa propulsion et sa capacité à se déplacer verticalement, prendre du rebond dans le trot, de la projection dans le galop. L'attitude dans laquelle on va le travailler au début sera directement liée à sa morphologie, à la manière dont il va utiliser naturellement son dos. Des fois c'est un petit peu horizontal, des fois c'est un petit peu bas, des fois c'est un peu haut, je dirais que ça dépend des chevaux. À la fin de la première étape d'affermissement, pour moi le cheval doit être en capacité de s'organiser dans sa locomotion
avec une attitude qui peut varier, c'est-à-dire qu'on peut lui demander d'être un petit peu plus haut, lui demander d'être un petit peu plus bas, et ça ne doit pas altérer sa cadence. Quand il est capable de faire ça, je considère qu'en fait il se porte de lui-même, et là le moment est venu de le redresser et petit à petit de le rassembler. En qualification 2, sur la reprise, on a sur une volte de 40 mètres ou trop de travail, on a une demande d'extension d'encolure. Est-ce que tu penses que par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est finalement la figure qui va permettre pour nous, juges, de voir si le cheval reste dans cette capacité à se tenir tout seul? Pour moi, c'est un très très bon moyen d'évaluer cette capacité qu'a le cheval à se porter. Alors pour le juge, il y en a d'autres, notamment dans tous les exercices sur les transitions qui sont très révélatrices de cette capacité-là à se porter. Le fait que le cheval puisse baisser son encolure en restant équilibré et en restant cadencé est évidemment un moyen très bon pour moi d'évaluer cette qualité. C'est un exercice qui doit être pratiqué régulièrement à l'entraînement. On pourrait imaginer qu'on ne le propose pas sur une présentation, mais finalement, je trouve que ça donne de la facilité à vraiment évaluer la justesse, donc pourquoi s'en priver? Alors la SHF propose un circuit pour les jeunes chevaux avec des épreuves de formation et des épreuves de qualification. Quelle est ta perception de ce circuit? Ce circuit, déjà, c'est une spécificité française. Tous les pays ne proposent pas la même chose et je pense qu'on a beaucoup de chance pour valoriser notre élevage et former des chevaux en vue d'une utilisation de loisirs, de compétition ou éventuellement pour la commercialisation. On a la chance de pouvoir former et préparer nos chevaux sur des épreuves de qualité avec des sols bons qui permettent de préserver les chevaux et de les préparer sans altérer finalement leur potentiel. Les épreuves de qualification me semblent très adaptées pour préparer les chevaux en vue d'une carrière sportive, éventuellement la commercialisation. Le circuit de formation peut-être davantage pour des chevaux un peu plus tardifs ou éventuellement des chevaux qui ne sont pas préparés pour du sport, mais peut-être pour du loisir, de la formation, de l'instruction. Comme tu le sais, les jugements se font de façon collégiale. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce système et aussi savoir ce que tu attends des juges. Je pense qu'on a aussi la chance d'avoir plusieurs juges autour d'un rectangle parce que les avis partagés finalement vont être certainement meilleurs. Je pense que c'est important que les juges puissent se concerter. Ce que j'attends moi de cette situation, c'est finalement une approche assez pédagogique, c'est-à-dire qu'on a besoin, les meneurs et les entraîneurs aussi ont besoin de comprendre ce qui est apprécié, ce qui va être à améliorer. L'entraîneur se chargera de trouver quelles sont les meilleures pistes de travail. Ces évaluations, à travers les commentaires des juges, nous aident à poser des objectifs.